Chapitre 2. 3 causeries à New York City. 1. La révolution intérieure. Nécessité de changer un processus temporel ou instantané? Le conscient et l'inconscient, les rêves, le processus analytique. Voir le contenu de la conscience sans la séparation observateur et observé, le bruit et la résistance. Quand a cessé complètement la division entre l'observateur et la chose observée, le « ce qui est » n'est plus ce qui est. Question. L'observateur et l'observé. Fragmentation? Résistance? Nous allons examiner ensemble la question de savoir ce que récèle la conscience dans les couches profondes dans l'esprit, ce qu'on appelle en général l'inconscient. Il s'agit pour nous de susciter une révolution radicale en nous-mêmes et par conséquent dans la société. La révolution physique, tant prônée actuellement dans le monde entier, n'entraîne pas un changement fondamental de l'homme. Dans une société corrompue telle que la société actuelle, en Europe, en Inde et ailleurs, il faut qu'il y ait des changements fondamentaux dans la structure même de la société. Et si l'homme lui-même reste corrompu dans ses activités, il contaminera la structure quelle qu'elle soit, si parfaite qu'elle puisse être. Il est par conséquent impératif, absolument essentiel, que lui-même change. Ce changement peut-il être provoqué par un processus de durée, un aboutissement graduel au moyen d'un changement graduel? Ou bien le changement ne se produit-il que dans l'instant présent? C'est là ce que nous allons examiner ensemble. On voit la nécessité d'un changement intérieur. Plus on est sensitif, éveillé, intelligent, plus on prend conscience qu'il est besoin d'un changement profond, véritable, vivace. Le contenu de la conscience, c'est la conscience. Ce ne sont pas deux choses séparées. Ce qui est implanté dans la conscience constitue la conscience. Et, s'agissant d'y provoquer un changement, à la fois dans celle qui est manifestée comme dans celle qui est plus cachée, cela dépend-il de l'analyse du temps ou de la pression de l'entourage? Ou bien le changement doit-il se produire indépendamment de toute pression, de toute contrainte? Voyez-vous, l'examen de cette question va se révéler assez ardu. Elle est très compliquée, et j'espère que nous pourrons partager cette recherche. Faute d'approfondir ce sujet très sérieusement, se donnant vraiment du mal et y prenant un intérêt profond, une passion réelle, j'ai peur que nous ne puissions pas aller bien loin. Loin n'est pas ici une question de temps ou d'espace, mais de profondeur intérieure. Il faut une grande passion, une grande énergie, et pour la plupart nous gaspillons notre énergie dans des conflits divers. Et il en faut si nous examinons toute cette question de l'existence. Mais l'énergie abonde quand existe la possibilité de changement. Là où il n'y a pas de possibilité de changement, elle s'étiole. Nous nous figurons ne pas pouvoir changer. Nous acceptons les choses telles qu'elles sont, et ainsi nous cédons au découragement, à la dépression, à l'incertitude et à la confusion. Il est possible de changer d'une façon radicale, et c'est là ce que nous allons examiner. Si vous voulez, ne suivez pas trop minutieusement les paroles prononcées par l'orateur, mais utilisez ces mots comme un miroir pour vous observer vous-même et interrogez-vous avec passion, avec intérêt, vitalité et une grande énergie. Et peut-être alors parviendrons-nous à un point où nous pourrons constater d'évidence que, sans aucune sorte d'effort, sans aucun mobile d'aucune espèce, cette transformation radicale se produit d'elle-même. Il n'y a pas seulement la connaissance superficielle de nous-mêmes, mais il y a encore le contenu profond et caché de notre conscience. Comment l'examiner? Comment dévoiler ce contenu tel qu'il est? Est-ce une chose à faire fragment par fragment, lentement, graduellement? Ou bien tout le tableau peut-il être exposé et compris en un instant, de sorte que le processus analytique tout entier prenne fin? Nous allons approfondir la question de l'analyse. Pour l'orateur, l'analyse est la négation même de l'action. L'action ayant toujours lieu dans le présent actif. L'action ne signifie pas ayant fait ou on fera, mais on fait. L'analyse fait obstacle à cette action du présent parce que toute analyse implique un écoulement de temps. Il y a une dénudation graduelle, l'examen d'une couche après l'autre, et encore de l'analyse du contenu de chaque couche. Et si l'analyse n'est pas parfaite, complète, vraie, alors, étant incomplète, elle laisse une connaissance qui elle-même est incomplète. Et l'analyse suivante part d'une chose qui est incomplète.
Regardez, je m'examine moi-même, je m'analyse moi-même. Et si mon analyse est incomplète, alors ce que j'ai fait devient la base à partir de laquelle j'avance dans l'analyse de la couche suivante. Et par ce modèle, chaque analyse est incomplète, conduisant à de nouveaux conflits et ainsi à un état d'inaction. Puis dans l'analyse, il y a l'analyseur et la chose analysée. Que l'analyseur soit un professionnel ou que ce soit vous-même, un laïc. Il existe cette dualité. L'analyseur analysant une chose dont il se figure qu'elle est différente de lui-même. Mais cet analyseur, qu'est-il? Il est le passé. Il est la science accumulée de toutes les choses qu'il a analysées. Et c'est avec cette science, qui appartient au passé, qu'il analyse le présent. Ce processus implique donc des conflits, une lutte pour chercher à se conformer ou pour forcer et contraindre ce qui est l'objet de l'analyse. Et puis il y a tout le processus des rêves. Je ne sais pas si vous êtes vous-même intéressé à tout ceci. Vous avez probablement lu des livres écrits par d'autres, et c'est regrettable parce que, si célèbres que soient vos auteurs, vous ne faites que répéter ce qu'ils ont pu dire. Mais si vous ne lisez pas tous ces livres, comme l'orateur lui ne les lit pas, alors il vous faut enquêter vous-même. Cela devient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus original, plus direct et plus vrai. C'est dans le processus d'analyse ou de psychanalyse qu'existe cet univers de rêves. Nous les acceptons comme étant choses nécessaires parce que des professionnels ont dit « Vous devez rêver, autrement vous deviendrez fou ». Et ces paroles renferment quelques vérités. Nous nous posons toutes ces questions parce que nous cherchons à découvrir s'il est possible de changer radicalement, alors qu'il y a tant de confusion, tant de souffrance, de haine et de brutalité dans le monde. Il n'existe aucune compassion. Et si l'on est le moins du monde sérieux, on doit forcément examiner toutes ces questions. Notre recherche n'est pas un simple divertissement intellectuel. Nous cherchons véritablement à découvrir s'il est possible de changer, et si nous voyons la possibilité de le faire, qui que nous soyons, aussi superficiels, aussi légers, aussi répétitifs, aussi imitatifs, si nous voyons qu'il existe une possibilité de changement complet, nous avons l'énergie de le faire. Mais dès l'instant où nous disons que ce n'est pas possible, notre énergie se dissipe d'elle-même. Donc, nous examinons cette question de savoir si la psychanalyse produit un changement radical d'aucune sorte, ou si elle n'est qu'un divertissement intellectuel, un procédé pour éviter l'action. Mais comme nous le disions, l'analyse implique que l'on pénètre dans un monde de rêves. Les rêves, que sont-ils? Et comment prennent-ils naissance? Je ne sais pas si vous avez examiné ce sujet, et si vous l'avez fait, vous aurez vu que les rêves sont la prolongation de votre vie quotidienne. Ce que vous faites pendant la journée, tout le mal, la corruption, la haine, les plaisirs passagers, l'ambition, la culpabilité et ainsi de suite, tout cela se prolonge dans le monde des rêves, mais sous forme de symboles, de tableaux et d'images. Ces tableaux et ces images doivent être interprétés, et alors se déchaîne tout ce tapage que nous connaissons. Mais nous ne nous demandons jamais pourquoi nous rêvons. Nous avons accepté le rêve comme une chose essentielle, comme faisant partie de la vie. Et maintenant nous nous demandons, si vous partagez ce point de vue avec moi, pourquoi nous rêvons? Est-il possible, quand vous vous endormez, d'avoir l'esprit complètement calme? Car l'esprit ne se renouvelle que dans cet état de calme. Il se vide alors de son contenu et se réveille plein de fraîcheur, de jeunesse, de clarté, ayant éliminé toute confusion. Si les rêves sont la prolongation de notre vie quotidienne, de nos remous, de l'anxiété, du désir de sécurité, des attachements, alors inévitablement ils se produiront sous leur forme symbolique. Ceci est clair, n'est-ce pas? Alors on se demande, mais pourquoi rêver? Les cellules du cerveau ne peuvent-elles pas être calmées, tranquilles, sans remarcher tout le charabia de la journée? Cela, il faut le découvrir par expérience, et non pas en acceptant ce que dit l'orateur. Et pour l'amour du ciel, n'acceptez jamais, parce que nous partageons notre investigation, nous l'entreprenons ensemble. Vous ne pouvez en faire l'expérience personnelle qu'en étant totalement en éveil dans le courant de la journée, en observant vos pensées, vos mobiles, votre façon de parler, de marcher et de causer. Et quand vous êtes suffisamment éveillé, vous recevez des suggestions venant de l'inconscient, des couches les plus profondes, parce qu'à ce moment, vous les exposez en sollicitant les motifs cachés, les anxiétés, tout le contenu de l'inconscient se révèle au grand jour. Ainsi, quand vous vous endormez, vous vous apercevez que votre esprit, le cerveau compris, est dans un état de tranquillité extraordinaire.
Il se repose véritablement parce que vous en avez fini avec ce que vous aviez à faire dans le courant de la journée. Quand vous passez ainsi en revue tous les événements de la journée, vous essayez en fait d'établir un ordre en vous-même avant de vous endormir. Si vous ne vous inquiétez pas d'installer cet état d'ordre avant de vous endormir, votre cerveau s'efforce de le faire pendant votre sommeil. Parce que le cerveau ne fonctionne parfaitement que dans un état d'ordre, non pas dans un état de confusion. Il fonctionne avec le plus d'efficacité quand il y a un ordre complet, que celui-ci ait été imposé rationnellement ou par l'effet d'une névrose. Parce que dans la névrose, dans le déséquilibre, il existe un ordre et le cerveau l'accepte. Donc, si vous passez en revue tous les événements de la journée avant de vous endormir, vous cherchez à établir un ordre, et par conséquent, le cerveau n'a pas lieu de l'établir pendant votre sommeil. Vous l'avez fait vous-même. Or, vous pouvez établir un tel ordre à chaque minute de la journée, si vous prenez conscience de tout ce qui se passe extérieurement et intérieurement. Extérieurement, dans ce sens que vous prenez conscience du désordre qui vous entoure, de la cruauté, de l'indifférence, de la dureté, de la saleté, des querelles, des politiciens et de leurs chicanes. Tout cela se passe autour de vous. Et aussi vos relations avec votre mari, votre femme, votre fiancé ou votre bon ami. Vous prenez conscience de tout cela dans la journée sans vouloir rien y changer. Vous en prenez seulement conscience. Dès l'instant où vous vous efforcez d'y changer quelque chose, vous introduisez le désordre. Mais si vous vous contentez d'observer les choses vraiment telles qu'elles sont, alors ce qui est, c'est l'ordre. Quand vous vous efforcez de changer quelque chose à ce qui est, alors seulement il y a désordre, parce que votre désir est de changer les choses conformément à votre savoir acquis. Ce savoir, c'est le passé, et vous cherchez alors à modifier ce qui est, qui n'est pas le passé, selon ce que vous avez pu apprendre. Par conséquent, il existe un état de contradiction et de déformation, et tout cela, c'est le désordre. Donc, dans le courant de la journée, si vous prenez conscience des cheminements de votre pensée, de vos mobiles, de l'hypocrisie, de vos faux semblants, faire une chose, en dire une autre et en penser une troisième, du masque que vous mettez, de vos façons de tromper, que vous avez si preste, à la portée de votre main, si vous percevez tout cela dans le courant de la journée, vous n'avez même pas besoin de passer votre journée en revue au moment de vous endormir, car vous avez établi un état d'ordre de minute en minute. Ainsi, quand vous vous endormez, vous apercevez que vos cellules cérébrales qui ont retenu et qui conservent le passé goûtent un repos total, et votre sommeil devient alors quelque chose d'entièrement différent. Quand nous nous servons du mot esprit, cela comprend le cerveau, tout le système nerveux, l'affectivité, toute cette structure humaine. Nous parlons de tout cela, et non pas de quelque chose d'isolé. Ce vocable comprend l'intellect, le cœur et tout le système nerveux. Alors, quand vous vous endormez, tout ce processus prend fin. Et au moment du réveil, vous voyez les choses exactement telles qu'elles sont, et non pas avec votre interprétation ou le désir d'y changer quelque chose. C'est ainsi que l'analyse, pour l'orateur, est un obstacle pour l'action. Et l'action est une chose absolument essentielle quand il s'agit de provoquer ce changement radical. L'analyse n'est donc pas le processus voulu. N'acceptez pas, je vous en prie, ce que dit l'orateur, mais observez les choses par vous-même. Apprenez à les connaître, non pas de moi, mais apprenez en observant tout ce qu'implique l'analyse. Le temps, l'analyseur, la chose analysée. L'analyseur est la chose analysée. Et il faut que chaque analyse soit complète, autrement elle déforme l'analyse suivante. Donc il s'agit de voir que tout ce processus, qu'il s'agisse d'introspection ou d'analyse intellectuelle, est totalement erroné. Ce n'est pas là la façon de s'en sortir. Elle est peut-être nécessaire pour ceux qui sont plus ou moins, ou même très déséquilibrés, et peut-être que la plupart d'entre nous le sommes. Il nous faut découvrir une façon d'observer tout le contenu de la conscience sans avoir recours à l'analyseur. C'est très amusant, parce que, ce faisant, vous avez complètement rejeté tout ce qui a pu être dit par autrui. Alors vous vous tenez debout tout seul, et quand vous découvrez quelque chose par vous-même, cette chose sera authentique, réelle, vraie, ne dépendant d'aucun professeur, d'aucun psychologue, d'aucun psychanalyste, et ainsi de suite. Il faut donc découvrir une façon d'observer sans avoir recours à l'analyse. Je vais insister sur ce sujet quelque peu. J'espère que tout ce que nous disons ne vous ennuie pas. Nous ne nous livrons pas ici à une thérapeutique de groupe. Rire. Ceci n'est pas une confession publique. L'orateur ne cherche pas à vous analyser, ni à vous pousser à vous transformer et à devenir des êtres humains hors série. Tout ceci, vous devez le faire par vous-même. Et comme la plupart d'entre nous sommes des gens de seconde ou de troisième main, il va nous être très difficile de mettre complètement de côté tout ce qui a été imposé à notre intelligence par les professionnels, qu'ils soient religieux ou scientifiques,
et tout cela nous devons le découvrir par nous-mêmes. Si l'analyse n'est pas le processus voulu, et en ce qui concerne l'orateur, elle ne l'est pas, alors comment peut-on examiner et observer le contenu total de la conscience? S'il vous plaît, n'allez pas répéter quelque chose qui vous aura été dit par quelqu'un d'autre. Quel est le contenu total de votre conscience? Avez-vous jamais regardé? L'avez-vous jamais considéré? Et si vous l'avez fait, ne vous êtes-vous pas rendu compte qu'il s'agit de différents incidents, d'événements désagréables ou agréables, de différentes croyances, de différentes traditions, de différents souvenirs individuels, souvenirs raciaux et familiaux de la culture dans laquelle vous avez été élevé? Tout cela, c'est le contenu de votre conscience, n'est-ce pas? Et les incidents qui ont lieu chaque jour, les souvenirs, les souffrances, les douleurs, les insultes, tout cela laisse une trace. Et c'est ce contenu qui est votre conscience. Vous, catholique ou protestant, vous qui vivez dans ce monde occidental, avide, toujours de plus en plus et de plus, le monde du plaisir, du divertissement, de la richesse, le bruit incessant de la télévision, de la brutalité, tout cela c'est vous, c'est votre contenu. Comment tout ceci peut-il être dévoilé? Et s'agissant de le dévoiler, chaque incident, chaque événement, chaque tradition, chaque blessure, chaque douleur doit-il être examiné isolément? Ou bien peut-on voir le tout d'un seul coup? S'il s'agit de l'examiner fragment par fragment, un incident après l'autre, vous entrez dans ce monde de l'analyse dont on ne connaît pas la fin, et vous mourrez en analysant et en dépensant beaucoup d'argent pour payer des gens qui vous analyseront, si cela vous plaît. Et maintenant, nous allons découvrir comment considérer ces différents fragments qui constituent le contenu de la conscience d'une façon totale et non pas analytique. Nous allons découvrir comment observer sans aucune analyse. Jusqu'à présent, nous avons toujours regardé toute chose, l'arbre, le nuage, le mari ou la femme, le garçon ou la fille, toujours comme l'observateur et la chose observée. S'il vous plaît, faites un peu attention à ceci. Vous avez observé votre propre colère, votre avidité, ou votre jalousie, ou toute autre chose, comme un observateur qui regarderait l'avidité, etc. Mais l'observateur est lui-même l'avidité. Vous les avez séparés parce que votre esprit a été conditionné par le processus analytique, et par conséquent, toujours vous regardez l'arbre, le nuage, toutes les choses de la vie, comme un observateur considérant une chose observée. L'avez-vous remarqué? Vous regardez votre femme à travers l'image que vous en avez. Cette image, c'est l'observateur, c'est le passé. Cette image a été construite au cours des temps, et l'observateur est le temps, est le passé, est le savoir accumulé de tous ces incidents, des accidents, des événements, des expériences, et ainsi de suite. Cet observateur est le passé, et il regarde la chose observée comme s'il ne lui appartenait pas, comme s'il en était séparé. Eh bien, maintenant, êtes-vous capable de regarder sans qu'il y ait l'observateur? Pouvez-vous regarder l'arbre en négligeant le passé qui devient l'observateur? Car quand existe l'observateur, il y a un intervalle d'espace entre l'observateur et la chose observée, l'arbre. Cet espace est donc temps, parce qu'il implique une distance. Ce temps, c'est la qualité de l'observateur qui est du passé, qui est le savoir accumulé qui intervient pour dire « voilà l'arbre » ou « voilà l'image de ma femme ». Êtes-vous capable de regarder non seulement l'arbre, mais encore votre femme ou votre mari, indépendamment de l'image? Voyez-vous, ceci exige une immense discipline. Je vais vous montrer quelque chose. La discipline en général implique un certain conformisme, des exercices, des imitations, un conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Et ainsi, toute discipline implique conflit. Il faut supprimer, dominer, agir par sa volonté et ainsi de suite. Ce mot discipline couvre tout cela. Or, en fait, ce mot veut dire apprendre, non pas se conformer, non pas supprimer, mais apprendre. Et le propre d'un esprit qui est en train d'apprendre est d'avoir son ordre à lui qui est une discipline. En ce moment, nous apprenons comment observer, sans l'intervention de l'observateur, du passé ou de l'image. Quand on observe de cette façon ce qui est, c'est une chose vivante que vous regardez, et non pas une chose morte qui n'est reconnaissable que reliée à un événement du passé ou à un savoir passé. Voyez, messieurs, cherchons à simplifier les choses. Vous me dites quelque chose qui me blesse, et la souffrance entraînée par cette blessure est retenue. Son souvenir est prolongé, et s'il survient une nouvelle souffrance, celle-ci est enregistrée à son tour. Donc, la blessure est renforcée dès l'enfance, et cela continue. Tandis que, si j'observe d'une façon complète, quand vous me dites quelque chose de pénible pour moi, cela ne laisse pas de souvenir sous forme de blessure. Dès l'instant où vous le notez comme étant une blessure, ce souvenir se prolonge pendant tout le reste de votre vie.
Tout le reste de votre vie, vous serez blessé et vous ajouterez à cette cicatrice. Tandis que si vous observez la souffrance entièrement et totalement sans la confier à votre mémoire, il faut que vous accordiez une attention totale au moment même de la souffrance. Tout ceci, le faites-vous? Regardez. Quand vous vous promenez, quand vous êtes dans la rue, il y a autour de vous toutes sortes de bruits, de cris, de vulgarité, de brutalité, et tout ce vacarme se déverse en vous. Tout cela est très destructeur. Plus vous êtes sensitif, plus cela vous détruit, plus cela entame votre organisme. Vous résistez à cette souffrance et construisez un mur, et ce faisant, vous vous isolez vous-même. Par conséquent, vous renforcez sans cesse cet isolement grâce auquel vous serez de plus en plus blessé. Tandis que, si vous observez ce bruit, si votre attention est tournée vers lui, vous allez vous apercevoir que votre organisme n'en est jamais blessé. Si une fois vous avez compris ce principe primordial, vous aurez compris quelque chose d'immense. Quand il y a un observateur qui s'isole de la chose observée, il y a forcément conflit. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, tant qu'il y a une division entre l'observateur et la chose observée, il y aura forcément conflit. Tant qu'il y a division entre le musulman et l'hindou, entre le catholique et le protestant, entre le blanc et le noir, il y a inévitablement conflit. Vous pouvez vous tolérer réciproquement. La tolérance est une couverture intellectuelle pour l'intolérance. Tant qu'il y a division entre vous et votre femme, il y a forcément conflit. Cette division existe fatalement tant qu'existe l'observateur séparé de la chose observée, tant que je dis « la colère n'étant pas moi, il faut que je la contrôle, il faut que je domine mes pensées ». En tout cela, il y a division, par conséquent, conflit. Le conflit implique suppression, conformisme, imitation. Tout cela y est compris. Si véritablement vous voyez la beauté de tout ceci, que l'observateur est la chose observée, que les deux ne sont pas séparés, vous pouvez alors observer votre conscience dans sa totalité, et cela sans analyse. Alors vous voyez tout le contenu de la conscience instantanément. L'observateur est le penseur. Nous avons attribué une telle importance au penseur, n'est-ce pas? Nous vivons par nos pensées, toutes nos activités, tous nos projets, toutes nos actions sont motivées par notre pensée. La pensée est vénérée dans le monde entier, comme étant la chose la plus extraordinairement importante, et qui fait partie de l'intellect. Et la pensée s'est séparée d'elle-même sous forme de penseur. Le penseur dit, voici des pensées qui ne valent rien du tout. Celles-ci sont meilleures. Puis il dit, cet idéal est meilleur que celui-là. Cette croyance est meilleure que celle-ci. Tout cela, ce sont des produits de la pensée. Cette pensée qui s'est scindée, morcelée en tant que penseur et expérimentateur. La pensée s'est divisée en soi supérieur et en soi inférieur. Le soi supérieur en Inde s'appelle l'Atman. Ici, vous le nommez âme, ou ceci ou cela. Mais c'est toujours et encore votre pensée qui agit. Tout ceci est bien clair? Je veux dire, c'est logique, c'est net, ce n'est pas irrationnel. Eh bien maintenant, je vais vous montrer l'aspect irrationnel de tout cela. Tous nos livres, toute notre littérature, tout cela, c'est la pensée. Et toutes nos relations sont fondées sur elle. Mais pensez-y. Ma femme est l'image que j'ai créée d'elle en pensant, et cette pensée a été nourrie par des querelles, par tout ce qui se passe entre mari et femme. Plaisir, sexualité, énervement, exclusion, tous les instincts de séparation qui prolifèrent. Et notre pensée est le résultat de nos relations réciproques. Or, qu'est-ce que la pensée? On vous pose cette question. Qu'est-ce que la pensée? S'il vous plaît, n'allez pas répéter les paroles de quelqu'un d'autre. Découvrez par vous-même. La pensée est certainement une réaction de la mémoire, n'est-ce pas? La mémoire savoir, la mémoire expérience, tout cela qui a été accumulé, emmagasiné dans les cellules cérébrales. Ainsi, les cellules du cerveau sont les cellules de la mémoire. Si vous ne pensiez pas du tout, vous seriez amnésique et vous ne pourriez pas rentrer chez vous. La pensée est la réaction des souvenirs accumulés sous forme de sciences, d'expériences, que ce soit les vôtres ou que vous les ayez hérités, que ce soit l'expérience commune de toute l'humanité. Donc, elle est une réaction du passé. Elle peut se projeter dans l'avenir, traversant le présent et le modelant pour lui faire prendre la forme du futur. Mais c'est encore le passé. Elle n'est donc jamais libre. Comment le pourrait-elle? Elle peut s'imaginer un état de liberté, elle peut idéaliser ce que cette liberté devrait être, elle peut élaborer une utopie de liberté, mais en elle-même elle appartient au passé. Et, par conséquent, elle n'est pas libre, elle est toujours vieille. S'il vous plaît, il ne s'agit pas ici que vous soyez d'accord avec l'orateur, c'est un fait. La pensée organise votre vie. Elle a ses racines dans le passé.
Cette pensée, fondée sur le passé, projette ce qui doit être demain, et ainsi se crée le conflit. Et maintenant se pose une question, à savoir que la pensée a procuré beaucoup de plaisir à la plupart d'entre nous. Le plaisir est le principe directeur de notre vie. Nous ne disons pas qu'il est bon ou qu'il est mauvais, nous regardons seulement. Le plaisir, c'est la chose au monde dont nous avons le plus soif. Dans ce monde et dans le monde spirituel, au paradis, si pour vous il existe un paradis, nous aspirons au plaisir, sous n'importe quelle forme, religion, distraction, célébration de la messe, tout le cirque qui entoure le mot de religion. Et le plaisir entraîné par n'importe quel incident que ce soit, un coucher de soleil, un plaisir sexuel, un plaisir sensoriel, tout cela est enregistré et remâché par la pensée. Ainsi, la pensée et son prolongement dans le plaisir jouent un rôle immense dans notre vie. Hier a eu lieu un événement qui était merveilleusement beau, une félicité, et cet événement est noté. La pensée s'y attarde, le mâche et le remâche avec le désir de le voir se répéter demain, que ce soit un plaisir sexuel ou autre. Et ainsi la pensée donne de la vitalité à un incident qui est terminé. Le processus même de retenir un souvenir est le passé, et la pensée est le passé. C'est ainsi que la pensée, sous son aspect plaisir, est maintenue. Si vous l'avez remarqué, le plaisir appartient toujours au passé. Le plaisir imaginé pour le lendemain est encore le souvenir projeté dans le futur depuis le passé. Vous pourrez observer aussi que là où il y a plaisir, et la recherche du plaisir, il y a aussi un aliment pour la peur. Ne l'avez-vous pas remarqué? La peur de la chose que j'ai faite hier, de la souffrance physique que j'ai subie il y a 8 jours. La pensée s'y attardant nourrit la peur, et quand cette souffrance a pris fin, la peur subsiste. Elle est finie, mais j'en porte le poids en y pensant. C'est ainsi que la pensée nourrit le plaisir et la peur. C'est elle qui entretient cet état de choses. Il y a la peur du présent, de l'avenir, peur de la mort, peur de l'inconnu, de ne pas se réaliser, peur de ne pas être aimé, de vouloir être aimé. Il y a tant de peurs, tout engendrées par ce mécanisme. Il y a donc ce que la pensée comporte de rationnel et ce qu'elle comporte d'irrationnel. Il faut évidemment l'employer dans l'action. Techniquement, dans votre bureau, à la cuisine, pendant que vous faites la vaisselle, tout votre savoir doit fonctionner parfaitement. Il y a là tout ce que la pensée en action a de rationnel, de logique. Mais elle devient totalement irrationnelle quand elle alimente le plaisir ou la peur. Et néanmoins, elle dit toujours « je ne peux pas me priver de ce plaisir ». Et pourtant, elle sait très bien, si elle est le moins du monde sensitive ou éveillée, que le plaisir sera suivi de souffrance. Il s'agit donc de prendre conscience de tout ce mécanisme de la pensée, de ce frémissement compliqué et subtil. Ceci n'est pas vraiment si difficile quand vous vous êtes une fois dit « il me faut découvrir une façon de vivre totalement différente où il n'y aura plus aucun conflit ». Si c'est là véritablement un besoin réel, insistant, passionné, égal à votre besoin de jouir, de vivre une vie à la fois intérieure et extérieure, une vie sans aucun conflit d'aucune sorte, alors vous en verrez la possibilité. Parce que, comme nous l'avons expliqué, le conflit n'existe que quand il y a une division entre le moi et le non-moi. Ceci, vous le voyez, pas verbalement ou intellectuellement, parce que cela n'est pas voir, mais si vous vous rendez compte véritablement qu'il n'y a aucune division réelle entre l'observateur et la chose observée, entre le penseur et la pensée, alors vous voyez, alors vous constatez vraiment ce qui est. Et quand vous voyez vraiment ce qui est, vous êtes au-delà de tout cela. Vous n'avez pas à demeurer collé à ce qui est. Vous ne demeurez avec ce qui est que quand l'observateur se distingue de ce qui est. Est-ce que vous saisissez ceci? Donc, quand cette division entre l'observateur et la chose observée a complètement cessé d'exister, alors ce qui est n'est plus ce qui est, votre esprit est au-delà. Un auditeur. Comment puis-je modifier cette identification de l'observateur avec la chose observée? Je ne peux pas simplement me dire d'accord avec vous et dire « oui, c'est vrai, il me faut faire quelque chose par moi-même ». Vous avez tout à fait raison, monsieur. Il n'y a aucune identification du tout. Quand vous vous identifiez avec la chose observée, c'est encore dans le cadre de la pensée, n'est-ce pas? L'auditeur. Exactement, mais comment puis-je m'en sortir? Vous ne vous en sortez pas. Je vais vous montrer, monsieur. Voyez-vous cette vérité que l'observateur est la chose observée? Ce fait de la chose ou son aspect logique? Est-ce que vous saisissez cela ou non? L'auditeur. Mais c'est plutôt une remarque qui surgit. La vérité de la chose n'existe pas. Le fait n'existe pas? L'auditeur. Non, une observation pour me dire d'accord surgit.
Mais ce fait, vous le voyez, monsieur. Ne dites pas être d'accord ou non. C'est une chose très sérieuse. Je voudrais bien parler de la méditation, mais pas maintenant. C'est une notion qui est comprise dans ce que nous disons. Monsieur, voyez l'importance de ceci. La vérité est, si je suis en colère, il n'y a pas un « je » différent de la colère. Voilà la vérité, c'est un fait. Je suis la colère. Il n'y a pas de « je » séparé de cette colère. Quand je suis jaloux, je suis la jalousie. Il n'y a pas un « je » différent de la jalousie. Je m'isole comme étant autre chose que ma jalousie, parce que j'ai le désir secret d'intervenir, soit d'entretenir ma jalousie ou de m'en débarrasser, ou toute autre chose. Mais le fait, lui, c'est que le moi est la jalousie. Eh bien, comment vais-je agir quand je suis jaloux, quand le moi est jalousie? Naguère, j'avais l'idée que le moi pourrait agir si je me séparais de ma jalousie. Je me figurais qu'il y avait quelque chose à faire, la supprimer, la rationaliser ou la fuir, enfin faire quelque chose. Je me figurais faire quelque chose. Et maintenant, j'ai le sentiment de ne rien faire du tout. Autrement dit, quand je dis « je suis la jalousie », j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger. Est-ce vrai, monsieur? Considérez ces deux types d'activités. L'action qui se produit quand vous vous croyez différent de la jalousie, qui en fait aboutit à ne jamais y mettre fin. Vous pouvez la fuir, vous pouvez la supprimer, vous pouvez la transcender, vous pouvez vous évader et elle ressurgira. Elle sera toujours là, parce qu'il y a cette division entre vous et la jalousie. Puis, il y a une action d'un genre absolument différent. Elle se produit quand n'existe pas cette division, parce que l'observateur est la chose observée, et il n'y a rien qu'il puisse y faire pour changer quoi que ce soit. Avant, il se figurait pouvoir changer quelque chose. Maintenant, il se voit sans pouvoir. Il est frustré, il ne peut rien faire. Si l'observateur est la chose observée, on ne peut pas dire « je peux ou je ne peux rien faire à ce sujet ». Il est ce qu'il est. Il est la jalousie. Et maintenant, quand il est la jalousie, qu'est-ce qui se passe? Avancez, monsieur. L'auditeur. Il comprend. Je vous en prie, prenez votre temps. Quand je me figure être différent de ma jalousie, alors j'ai l'impression de pouvoir y faire quelque chose. Et ce faisant, je donne naissance à un conflit. Si d'autre part, quand je constate cette vérité que je suis la jalousie, que ce moi, c'est l'observateur, et que je fais partie de la chose observée, alors que se passe-t-il? L'auditeur. Il n'y a pas de conflit. Oui, l'élément conflit cesse d'exister. D'un côté, le conflit existe, ici il n'existe pas. Donc, le conflit est la jalousie. Vous avez saisi? Il s'est produit une action complète, dépourvue de tout effort, et par conséquent totale. Le conflit ne reviendra jamais. L'auditeur. Vous avez dit que l'analyse est un outil mortel de la pensée ou de la conscience. Je suis absolument d'accord avec vous, et sur ce point vous disiez que vous alliez approfondir cette question qu'il y a dans le cerveau, dans la pensée ou dans la conscience des fragments. Ce serait une sorte de contre-analyse. Je vous serais reconnaissant, monsieur, de développer cette partie de votre argument. De quoi, monsieur? L'auditeur. Vous avez parlé de fragments qui ne constitueraient aucun conflit, aucune lutte et qui seraient anti-analytiques. Monsieur, je viens d'expliquer qu'il y a forcément fragmentation dès l'instant où il y a un observateur et la chose observée, comme étant deux choses différentes. Voyez-vous, monsieur, ceci n'est pas une argutie. Il n'y a pas d'argument à développer. J'ai approfondi la question plus ou moins. Nous pourrions évidemment y consacrer beaucoup plus de temps, parce que plus on pénètre profondément dans cet ordre de choses, plus on trouve. Nous avons morcelé notre vie en fragments nombreux, n'est-ce pas? Le savant, l'homme d'affaires, l'artiste, la ménagère, et ainsi de suite. Quelle est la base, quelle est la racine de toute cette fragmentation? La racine de cette fragmentation, c'est l'observateur qui se tient séparé de la chose observée. Il morcelle la vie. Je suis hindou et vous êtes catholique. Je suis un communiste et vous êtes un bourgeois. Ainsi existe cette division qui se perpétue éternellement, et moi je dis, pourquoi existe-t-elle cette division et quelle en est la cause? Non seulement dans les structures externes, économiques et sociales, mais beaucoup plus profondément. Cette division est due à l'existence du moi et du non-moi. Le moi qui aspire à être supérieur, célèbre, plus grand, tandis que vous êtes différent. Donc le moi, c'est l'observateur. Ce moi, c'est le passé qui divise le présent en passé et en avenir. Donc, tant qu'existe l'observateur, celui qui fait les expériences, le penseur, il y a forcément division. Là où l'observateur est la chose observée, la confusion cesse d'exister. Et par conséquent, la jalousie cesse avec elle. Parce que la jalousie, c'est le conflit, n'est-ce pas? L'auditeur.
La jalousie n'est-elle pas la nature humaine? La violence est-elle la nature humaine? L'avidité est-elle la nature humaine? L'auditeur. Je voulais vous poser une autre question, si je le peux. Ai-je raison ou ai-je tort, selon ce que vous venez d'exposer, de dire que, comme un homme pense dans son cœur tel qu'il est, par conséquent, il nous faut observer nos pensées et tirer profit de nos expériences? C'est exactement cela. Ce que vous pensez, votre façon de penser, c'est vous. Vous croyez être plus puissant que quelqu'un d'autre ou inférieur à quelqu'un d'autre, ou que vous êtes parfait, que vous êtes beau ou pas beau, que vous êtes en colère. Ce que vous vous figurez être, vous l'êtes. Cela est assez simple, n'est-ce pas? Il nous faut découvrir s'il est possible de vivre une vie où la pensée a une fonction rationnelle et naturelle, et en revanche voir dans quel domaine elle devient irrationnelle. C'est une question que nous approfondirons demain. L'auditeur. Mais pour reprendre le sujet de la jalousie, quand la jalousie c'est moi et le moi est la jalousie, le conflit cesse parce que je sais que c'est la jalousie et elle disparaît. Mais si j'écoute le bruit dans la rue et que le moi est ce bruit et les bruits sont moi, comment le conflit peut-il prendre fin alors que ce bruit va continuer jusqu'à la fin des temps? C'est assez simple, monsieur. Je me promène dans la rue et le bruit est affreux. Et quand je dis ce bruit est moi, il ne prend pas fin, il continue. C'est bien là votre question? Mais je ne dis pas que le bruit c'est moi, que le nuage est moi et que l'arbre c'est moi. Et pourquoi dirais-je que le bruit c'est moi? Nous avons indiqué tout à l'heure que si vous l'observez, si vous dites j'écoute ce bruit, si vous écoutez complètement sans résister, alors ce bruit peut continuer à jamais, il ne vous affecte plus. Mais dès l'instant où vous résistez, vous vous séparez du bruit et ne vous identifiez pas à lui. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le bruit continue d'exister, je peux m'en isoler en résistant, en dressant un mur entre lui et moi. Et que se passe-t-il quand je résiste à quelque chose? Il y a conflit, n'est-ce pas? Et maintenant, puis-je écouter ce bruit sans y résister d'aucune façon? L'auditeur. Oui, si on sait que le bruit peut s'arrêter au bout d'une heure. Cette attitude comporte encore un élément de résistance. L'auditeur. Alors, cela veut dire que je peux écouter le bruit de la rue pendant le reste de ma vie avec la possibilité de devenir sourde? Non, écoutez, je dis quelque chose d'entièrement différent. Nous disons, tant qu'il y a résistance, il y aura forcément conflit. Quand je résiste à ma femme ou à mon mari, ou que je résiste au bruit d'un chien qui aboie, à un bruit dans la rue, il y a forcément conflit. Comment peut-on écouter ce bruit sans qu'il y ait conflit? Il ne s'agit pas de savoir si ce bruit va continuer indéfiniment, ou espérer qu'il prendra fin tôt ou tard. Mais comment écouter sans qu'il y ait conflit? C'est là ce dont nous parlons. Vous pouvez écouter le bruit quand votre esprit est complètement libre de toute forme de résistance. Non seulement écouter ce bruit, mais écouter n'importe quoi dans votre vie. Votre femme, votre mari, vos enfants ou le politicien. Et alors qu'arrive-t-il? Votre façon d'écouter devient de plus en plus aiguë. Vous devenez de plus en plus sensitif, et par conséquent, ce bruit n'est qu'un fragment, et ce n'est pas le monde entier. L'acte même d'écouter est plus important que le bruit même, et c'est votre façon d'écouter qui devient la chose la plus importante, non le bruit.